Bonsoir à vous tous. Et le contexte général du cours de ce soir, c'est notre module de cours sur les dispositifs mythico-rituels, ces dispositifs souvent traditionnels qui mettent ensemble les mythes et les rites. Dispositifs mythico-rituels qu'on regarde dans leur liaison, dans leur correspondance avec les pratiques hypnotiques. Dans les deux précédents cours, on a fait une introduction générale du module de cours, on a regardé la question des mythes, qu'est-ce que c'est les mythes et quelle fonction ça remplit. On avait fait un petit focus sur l'approche structurale de Lévi-Strauss, et puis dans le deuxième cours, on a regardé l'approche archétypale des mythes, l'approche jungienne des mythes, pour regarder ce qu'on peut en prendre et ce qu'on peut en laisser dans l'hypnotisme moderne. Et aujourd'hui, dans ce troisième cours, on va regarder la question, plus précisément la question des rituels, la question des rites, et de leur efficacité, et puis on prendra un temps pour faire une conclusion générale de ce module de cours. Plus précisément, dans le cours d'aujourd'hui, je vais prendre un temps pour vous montrer un peu l'ensemble de la question de l'efficacité rituelle. Dans une grande première partie, on va regarder l'approche constructiviste de l'efficacité rituelle, où on va parler d'agents surnaturels et d'altération de l'agentivité. Et dans une deuxième partie de ce cours, on va regarder plutôt l'approche psychologique de l'efficacité rituelle, où là, nous allons parler des études qui montrent les processus régulateurs qui sont mis en action par les rituels. Et puis, comme je vous le disais précédemment, après ces deux grandes parties, on prendra un temps pour faire une conclusion générale du module de cours et de mettre un petit peu ensemble toutes les briques du puzzle que nous avons assemblées. Vous êtes prêts ? Donc, dans un premier temps, de quoi parlons-nous quand on parle de rituel et d'efficacité rituelle, de l'efficacité des rites ? Pour rappel, nous sommes dans le contexte de ce qu'on appelle le domaine magico-religieux. Et nous avions vu dans le premier cours que dans le domaine magico-religieux, au sein de ce domaine particulier, eh bien, on étudie un ensemble de dispositifs qu'on appelle les dispositifs mythico-rituels. Alors, pour rester un peu dans ce rappel, de quoi parlons-nous quand on parle du domaine magico-religieux ? J'avais montré dans le premier cours que pour Taylor, anthropologue du 19e siècle, il y a une séparation, c'est ce que je vous ai mis en orange, entre la science moderne qui s'occupe de décrire le monde, la religion moderne qui s'occupe de la métaphysique et de l'éthique, et la religion primitive, c'est sa nomenclature au 19e siècle, religion primitive qui pour lui s'occupe de la question des mythes. Et à cet anthropologue en répond un autre, James Fraser, un petit peu après, mais on peut dire qu'on est quand même dans la même temporalité de recherche, où James Fraser, lui, va dire, en fait, il y a trois grands domaines. Il y a la magie, la religion et la science. Et entre la magie et la religion, il y a un domaine qui est le magico-religieux, dans lequel il y a ce domaine mythico-ritualiste, le domaine auquel appartiennent les mythes et appartiennent les rituels. Donc, pour résumer de manière globale, on a une approche sociologique qui va aller questionner comment les rituels ont une action, une fonction sociale. Dans cette approche sociologique, on retrouve le travail de Van Gennep, dont vous connaissez certainement, si vous ne connaissez pas son ouvrage, vous en connaissez au moins le nom, c'est lui qui a théorisé ce qu'on appelle les rites de passage. On a le travail... Salut Luc. On a le travail de Durkheim sur son ouvrage « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». À côté de cette approche sociologique, on a une approche structuraliste que je vous avais présentée à propos des mythes dans le premier cours, l'approche de Lévi-Strauss, son ouvrage « L'anthropologie structurale ». On a plus tard dans le temps une approche qui va vraiment s'orienter sur les symboles, se focaliser sur les symboles et sur les fonctions symboliques, notamment celle de Victor Turner avec l'ouvrage « Les processus rituels ». Et puis, on s'approche de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis ces dernières catégories en orange. L'anthropologie cognitive de Pascal Boyer, dont nous allons reparler tout à l'heure. L'approche interactionniste que je vais laisser légèrement de côté, mais qui va quand même être présente dans notre fil conducteur. Et puis les deux grandes approches que je veux vous présenter ce soir. L'approche constructiviste, qui nous avait été déjà présentée par Silvia Mancini dans la conférence qu'elle a donnée ici. Silvia Mancini ayant largement exploré en tant qu'historienne des religions le travail de Ernesto Di Martino. Approche constructiviste et approche psychologique, et on prendra le temps dans l'approche psychologique de regarder le travail de Nicolas Hobson et ses collaborateurs. Maintenant se pose la question, quand on parle de rituel, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'un rituel ? On a tous une définition de ce qu'est un rite, on a tous une définition de ce qu'est un rituel. Mais si on devait commencer à en discuter, eh bien on aurait des points d'accord, des points de désaccord. Je ne souhaite pas ici imposer une définition de ce que serait le rituel, mais de vous présenter, du point de vue de deux auteurs, ce que le rituel pourrait être de manière minimale. Pour Pascal Boyer, un anthropologue qui fait largement référence sur la question des rituels, dans une approche anthropologique, pour lui, le rituel, c'est un mode d'action
C'est une façon de faire l'action, c'est un mode d'action particulier avec des spécificités. Quelles sont les spécificités du rituel pour Boyer? Eh bien, les participants tiennent un rôle et ce rôle, il est codifié. Il y a des rôles qui sont attribués. Le rituel, il se tient dans un lieu particulier. On pourrait presque dire dans un lieu consacré à la pratique rituelle. Les actes rituels, ils sont accomplis avec des spécificités, beaucoup de spécificités. Il y a des règles, elles sont fixes. Il y a des détails, ils sont précis. Il y a des instruments rituels particuliers. On peut par exemple utiliser un hochet rituel dans un contexte rituel et ce hochet ne l'utilisera pas dans d'autres contextes. Et puis il y a un scénario et ce scénario il a une importance. Il y a un déroulement chronologique avec des actions qui sont posées les unes après les autres de manière scénarisée et le scénario obéit à des règles avec rigidité. Un mode d'action particulier qui a ses spécificités. À côté de cette approche anthropologique, dans une approche psychologique, le travail de Nicolas Hobson, dont je reparlerai tout à l'heure, pour lui, le rituel, c'est une séquence d'actions. Ces actions, ce sont des actions symboliques, ce ne sont pas des actions littérales. Mais ces actions symboliques portent un sens pour celui qui participe au rituel. On peut donc contracter la phrase en disant, pour lui, le rituel, c'est une séquence d'actions qui sont prédéfinies, et qui sont symboliques et porteuses d'un sens. Là aussi, on va retrouver des spécificités du rituel. Vous allez voir, elles sont différentes de la vision de Pascal Boyer. Pour Nicolas Hobson et ses collaborateurs, le rituel, c'est une séquence d'actions et elle est principalement caractérisée par le fait qu'elle est rigide, elle est formelle et elle est répétitive. Répétition au sein des rituels ou répétition dans le fait que rituel après rituel, on répète les mêmes actions à l'identique. Le rituel, il est intégré dans un système complexe de symboles et de valeurs, valeurs au sens de but motivationnel. Les actions qui sont présentes dans le rituel ne sont pas directement reliées au but. Et Hobson et ses collaborateurs parlent de causalité opaque. Donc, ce qu'on appelle causalité opaque, eh bien, c'est que le lien de cause à effet entre l'action que je fais dans le rituel et ce à quoi ça sert, il n'est pas clair, il n'est pas visible facilement, il est opaque, il nous échappe. Pour lui, les rituels vont gagner en sens à chaque exécution. C'est-à-dire que plus vous pratiquez le même rituel, et plus il prend sens pour vous. Quand je dis prendre sens, on pourrait dire plus il gagne en sens, en signification. Plus vous allez comprendre ce qu'il fait et à quoi il sert et comment il a été créé. Enfin, du point de vue psychologique, les rituels sont la majorité du temps associés aux questions de transcendance, de sainteté, de spiritualité, là on serait dans les catégories religieuses, mais aussi associés à des notions de purification, à des notions, on pourrait dire, de, entre guillemets, pour faire simple, de lâcher le négatif et d'augmenter le positif. Voilà deux catégories chez Pascal Boyer et chez Hobson qui nous montrent un petit peu les contours de ce qu'on pourrait appeler des rituels. Ce sont les définitions à partir desquelles on va présenter leur fonctionnement ce soir. Bien sûr, de nombreux auteurs ont présenté différentes classifications des rituels. J'en ai retenu deux pour ce soir. Une classification en 4 points où on aurait des rites qui sont périodiques. Eh bien, ce sont les rites qui marquent les cycles temporels. Et encore aujourd'hui, nous faisons par exemple pour l'été les feux de la Saint-Jean, à titre d'exemple. Pour marquer les saisons, pour marquer les années, pour marquer les lunes. Et nous avons bien sûr notre rituel social du jour de l'an et du jour férié le 1er janvier, puisque la veille au soir, vous savez bien ce qui s'y passe. Des rites périodiques. Des rites d'intercession, ce sont des rites de demande. Ce sont des rites où on va invoquer différentes forces, internes, externes, pour obtenir certaines choses. Par exemple, pour obtenir de bonnes conditions météorologiques pour avoir des récoltes, pour obtenir une victoire dans la guerre, pour obtenir de l'abondance. Et nous voyons bien dans ces rites d'intercession que les pratiques modernes type loi d'attraction, visualiser quelque chose que l'on souhaite obtenir, correspondent à ce type de rites d'intercession, des rites orientés vers une demande à recevoir. Les rites individuels, ce sont tous les rites qu'on pratique tout seul, en solitaire, de manière individuelle. Par exemple, dans cela, il y a les prières qu'on peut faire de manière individuelle, les actes ritualisés où, eh bien, on pourrait dire à ce stade-là qu'on est déjà proche de ce qu'on pourrait appeler les habitudes personnelles, et puis les actes, comment dire ça, les actes scénarisés que nous faisons dans la vie quotidienne. Et enfin, on a les rites de passage, un terme que nous connaissons tous, mais on n'en comprend pas toujours bien la signification. Les rites de passage qui sont orientés changement de rôle social, changement de mon rôle dans l'ensemble social auquel j'appartiens, et changement d'appartenance à un groupe social.
Donc peut-être que j'étais dans le groupe des petits et que maintenant je vais dans le groupe des grands. Peut-être que j'étais dans le groupe, disons, des freelances et que maintenant je suis dans le groupe des salariés. Peut-être que j'étais dans le groupe des salariés et que maintenant je suis dans le groupe des retraités. Et bien sûr que dans cette expérience-là, il y a un grand changement d'appartenance sociale. Il y a quelque chose qui, pour l'individu, va prendre sens de « je change d'appartenance », je change de famille sociale à laquelle j'appartiens. Et les rites de passage servent à favoriser cette transition d'une appartenance à une autre. Et ce travail-là, c'est le travail de Van Gennep en 1909 dans son ouvrage « Les rites de passage ». Alors j'aurais aimé vous le montrer aujourd'hui, mais il fallait sélectionner un petit peu les informations pour ne pas faire un cours de 2 heures. Mais si ça vous intéresse, et je vous invite à vraiment aller regarder son ouvrage, sa séquence principale, c'est un rite de séparation, un rite de mise en marge, c'est-à-dire d'isolement, et ensuite un rite de réagrégation. Et vous allez voir que cette séquence, séparation, mise en marge, réagrégation, va revenir plusieurs fois dans ce cours. Pour aller un tout petit peu plus loin sur le travail de Van Gennep, il a proposé lui-même une classification qui, encore aujourd'hui, est utilisée par certains courants en anthropologie. Il y a une catégorie où on regarde le rite comme ayant une action propre par lui-même. Une catégorie où on regarde que le point clé du rite, c'est le fait que des entités externes viennent amener quelque chose. Une autre catégorie de rite dont le point clé, c'est le fait qu'il transmet des motifs culturels. Il transmet par exemple des normes sociales. Et enfin, une dernière catégorie de rite où on est en train de mimer le réel. Par exemple, jeter des grains pour mimer la mise en terre des semences. Ce qui semble évident, mais comme vous le voyez, ça peut être différent d'une action d'une entité externe dont on attendrait qu'elle vienne mettre en terre des semences. 4 grandes catégories de rites décrits par Van Gennep. Et ce qui a retenu mon attention quand j'ai préparé ce cours, c'est qu'il a rajouté à ces catégories 2 spécificités. La première, c'est que, quelle que soit la catégorie concernée, elle peut avoir 2 modes d'action. Soit elle est directe, ça veut dire qu'on ne fait pas appel à un agent surnaturel, soit elle est indirecte, ça veut dire qu'on fait appel à un agent surnaturel. Et c'est quoi un agent surnaturel? Eh bien, c'est ce que je vais développer dans la suite du cours tout à l'heure. Un mode d'action avec ou sans agent surnaturel, et un autre type de mode d'action qui va inclure la volonté personnelle, ou alors qui va exclure la volonté personnelle. Je m'explique. Un mode d'action rituel où on va devoir faire des actions de manière volontaire, et un mode d'action rituel où on va devoir ne pas faire certaines actions de manière volontaire. Et évidemment, ces 2 modes-là vont fortement engager nos processus volitionnels, ce qui est lié à la volonté et aux automatismes. Et si vous mettez en lien l'idée qu'il y a des agents surnaturels et un engagement volitionnel, eh bien on est déjà en train de rouvrir la question de l'agentivité que nous avions largement développée pendant la première année de cours. Donc après cette introduction, un peu plus longue que je ne l'avais imaginé, quelques propositions pour ce cours. Par rapport à tout cet ensemble de points de vue, nous, on va rester dans une approche constructiviste, centrée, focalisée sur la question de l'efficacité rituelle. On va regarder comment les rituels agissent comme des processus d'autorégulation. On va aller creuser un peu cette question d'agent surnaturel et cette question générale de dissociation. Et on va regarder, on va voir si on a le temps pour ça, on va regarder comment le rite peut être là pour transformer les mythes que le client se raconte à propos de lui-même. Et puis je donnerai une conclusion pour évoquer l'idée que peut-être le praticien en hypnose est un technicien du rite, un technicien moderne du rituel. Ça claque un peu quand on le dit comme ça. On rentre donc dans le cœur du sujet. Je vous rappelle le plan du cours, on va prendre 2 temps, un temps pour l'approche constructiviste, un temps pour l'approche psychologique. Et dans un premier temps, regardons l'approche constructiviste de l'efficacité rituelle, qui est donc concentrée sur la question des agents surnaturels et des altérations de l'agentivité. On rappelle ce qu'on appelle agentivité, c'est le sentiment d'être soi-même l'auteur de ses propres actions. Alors, depuis le début de ce module de cours, nous avons ces petits êtres surnaturels qui sont présents. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font exactement, mais ils semblent être pris dans un rituel, et je sais que pour certains, ils ont beaucoup attiré l'attention depuis le début de cette série de cours. L'approche constructiviste, et je me réfère ici au travail de Silvia Mancini, auquel je vous invite à vous référer aussi, puisqu'elle a donné une conférence à l'Arche avant le début de ce module de cours. L'approche constructiviste nous invite à nous focaliser sur la question de l'efficacité rituelle. Pas la question du comment ça marche, mais la question du pourquoi c'est efficace. Pas comment ça se structure, pas où ça se situe sur la planète, est-ce que c'est universel, est-ce que c'est local, mais la question de si c'est efficace, regardons comment c'est efficace, quelle efficacité est présente.
Notamment, la proposition de Silvia Mancini et de ses collaborateurs est de se focaliser sur la technicité, donc quelle efficacité technique, comment il s'organise le rite, quelles sont les conditions de cette efficacité, par exemple le fait que ça peut mobiliser une forme de plasticité cérébrale par exemple, ou de ressources psychologiques, et enfin quel mode opératoire permet cette efficacité, par exemple quel type d'action, quel type de cognition, quel type de dispositif on met en place, quel type d'interaction, etc. Efficacité technique, conditions de cette efficacité, mode opératoire qui permet cette efficacité. Et vous voyez ici, on est vraiment dans une invitation à aller creuser cette efficacité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mancini et ses collaborateurs proposent l'idée que nous avons affaire, face au rituel, à des technologies de l'esprit, de véritables techniques complexes, organisées, mais de nature psychique. Notamment, les rituels impliqueraient des états particuliers, en l'occurrence dissociés, qui sont relativement codifiés. Il s'agirait, dans une perspective constructiviste, de faire comme si, et si on fait comme si, on sait bien que ce n'est pas vrai, parce qu'on est en train de faire comme si, mais ce comme si, il entraîne une conséquence réelle. Alors voilà, je vais le dire pour la caméra, pour ceux qui sont praticiens ici, on voit des personnes qui sont en train de faire « ça nous rappelle quelque chose ». Le dispositif rituel aurait une efficacité notamment sur le passage d'un état à un autre. Il aurait un pouvoir de faire changer d'état. Et il activerait des ressources intrinsèques du psychisme. Il ne s'agit pas de ressources externes. Et je vous ai noté ici, on peut prendre l'exemple du placebo. Si j'imagine par exemple qu'un grain de riz est un Doliprane et que j'avale ce grain de riz, eh bien ce n'est pas l'action du grain de riz qui fait cesser mon mal de tête, par exemple. Nous sommes ici face à un placebo, le grain de riz, et à un effet placebo, la cessation du mal de tête. Le grain de riz n'ayant pas le principe actif du paracétamol, alors il ne peut y avoir de cessation de mon mal de tête que s'il y a eu la mobilisation de ressources psychiques internes. Vous êtes d'accord avec ce postulat ? Ça m'arrange bien, je vous avoue. C'est dans ce sens qu'on dit le dispositif rituel activerait des ressources intrinsèques du psychisme et non pas des ressources externes. Et le but du rituel serait, dans ce point de vue constructiviste, d'actualiser des facultés psychiques qui sont habituellement latentes, d'actualiser, de mettre en mouvement des fonctions psychologiques qui sont habituellement latentes, comme par exemple des potentiels créatifs, des potentiels d'auto-réparation, des potentiels de prise de compréhension, etc. Le but étant finalement d'amener une forme de correction, une forme de transformation. Alors ce qu'on appelle correction, ce n'est pas par rapport à une morale. Correction, c'est par rapport au fait que l'être se serait dévié de ce qu'il cherche pour lui-même. Une efficacité en termes de correction et de transformation de l'individu. Alors bien sûr, pour tous ces points de vue, je vous renvoie à notre module de cours sur le constructivisme. Des technologies de l'esprit qu'on peut structurer comme des pratiques complexes, des orthopratiques, qui impliquent qu'il y a une plasticité de 3 domaines différents. Une plasticité physiosomatique, donc ça c'est notre fameuse plasticité cérébrale, neuronale. Une plasticité psychique, on pourrait dire c'est le fait qu'il y a une souplesse psychologique, une souplesse mentale, et une plasticité socioculturelle, bien que nous connaissons bien, puisque l'agrégation de plusieurs individus en groupe social fait prendre aux individus des rôles particuliers, et quand l'individu s'en extrait pour aller dans un autre groupe social, le nouveau groupe social change de rôle. Donc c'est ce qui peut nous illustrer des plasticités socio-culturelles. Chacun de ces domaines, biologique, psychologique, social, chacun de ces domaines est toujours en réorganisation continue. Et le point clé, c'est que le rituel, il agit sur les 3, parce qu'il agit sur l'interaction des 3. Il agit sur l'interaction d'une souplesse de transformation psychique, souplesse de transformation biologique et souplesse de transformation sociale. L'interaction des 3 ayant elle-même sa propre dynamique qui va permettre des solutions stratégiques et des moyens de solution pour des objectifs tant personnels que collectifs. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ok. Alors rentrons un peu plus dans la question des fameux états qui seraient mobilisés du point de vue constructiviste par les rituels. Nous parlons ici d'états dissociés. Et pour rappel, j'avais déjà présenté dans le premier cours que nous avons un domaine magico-religieux, au sein duquel il y a des dispositifs mythico-rituels. Toujours clair? Et on avait présenté dès le premier cours qu'au sein de ces dispositifs mythico-rituels, il y aurait des états dissociés. C'est ce qu'avait remarqué Desmartino dès les années 1940, que les dispositifs mythico-rituels semblent reposer sur la mobilisation d'états dissociés, d'expériences dissociatives.
Années 40, nous ne sommes que 50 ans après le travail de Pierre Janet sur la question des automatismes et de la dissociation. Pour Desmartino, dans les années 40, les rituels déploieraient un usage stratégique de ces états dissociés pour favoriser le passage d'un état à un autre, ce qui est quand même très proche de ce qu'on fait avec l'hypnose. Utiliser des formes dissociatives pour favoriser, et les utiliser de manière stratégique, donc en comprenant ce qu'on fait avec quelle stratégie, pour favoriser le passage d'un état à un autre pour l'individu. Proximité étonnante entre le point de vue de Desmartino sur les rituels et les points de vue anciens et modernes sur l'hypnose. Mais de manière moderne, on ne parle plus tellement d'état dissocié, un terme qui est utilisé pour bien des significations différentes. De manière moderne, on parlerait plutôt à cet endroit-là d'altération de l'agentivité. En effet, la mobilisation d'altération de l'agentivité, pour rappel, l'agentivité étant le sentiment d'être l'auteur de ses propres actions, la mobilisation de modification, d'altération de cette agentivité semble en effet impliquée dans l'efficacité des rituels. Et là, je vous ai mis une liste de différents auteurs sur 130 ans, différents auteurs en psychologie, en sociologie, en anthropologie, qui se sont intéressés à cette question. De Pierre Janet jusqu'au plus récent, notre ami David Dupuy. Des altérations de l'agentivité qui vont pouvoir prendre plusieurs formes, et notamment la mobilisation d'agents surnaturels. Et à titre personnel, je suis très content qu'on puisse enfin parler de cette question d'agents surnaturels, parce que dans notre centre de recherche, ça fait à peu près 3 ans qu'on est sur cette question. Et maintenant, aujourd'hui, ce soir, on a enfin un propos à peu près clair à pouvoir proposer sur le sujet. Alors de quoi parlons-nous quand nous parlons d'agents surnaturels? Revenons à Desmartino en 1948. Desmartino propose qu'on est en train de faire comme si on n'était pas agent des actions rituelles et des conséquences du rituel. On est en train de faire comme si. Mais au bout d'un moment, à faire comme si on n'est pas agent des actions, eh bien ça produit une action réelle et on commence à avoir des transformations de l'agentivité. Et c'est à cet endroit-là que Desmartino dit, à ce stade-là, on est en train de faire apparaître des entités non humaines qui sont agentes. Car si ce n'est pas moi, être humain, qui agit, qu'est-ce qui agit? Alors les termes sont un petit peu... ça fait un peu Hollywood quand on dit comme ça, entité non humaine agente, mais vous allez voir, on va y venir étape par étape. Beaucoup plus proche de nous, Thierry Melchior en 2006, Thierry Melchior qui était un praticien en hypnose, qui a largement théorisé le sujet. Thierry Melchior en 2006 propose l'idée que, en l'absence d'un agent qui est volontaire, les actions que nous faisons en transe vont être automatiquement attribuées à un nouvel agent. Je l'ai trouvé comme ça dans le texte, hein, Clément, attribuées à un nouvel agent. Et donc, quel est ce nouvel agent si ce n'est pas moi qui suis en train de faire mes actions? Qu'est-ce qui pourrait donc agir autre que moi si ces actions ne sont plus les miennes? Eh bien, on ne sait pas, mais au moins un nouvel agent. Et Thierry Melchior, grand constructiviste, propose ici l'idée que nous sommes en train de proférer des agents. Nous sommes en train de créer, de construire, de dire « il y a bien ces agents ». Et le fait de les proférer leur donne une efficacité pragmatique, leur attribue l'efficacité qui va avoir lieu. Nous sommes donc dans une forme d'invocation, pour la métonymie on va laisser tomber, nous sommes donc dans une forme d'invocation d'agents non moi, d'agents externes, ou de manière plus claire et plus directe, nous sommes en train de proférer des agents externes, et c'est ce que nous faisons, propose Thierry Melchior, quand nous invoquons par exemple l'inconscient, quand nous invoquons par exemple le moi supérieur, ou des ego states. Pour donner un exemple d'ego states, disons l'enfant intérieur par exemple. On avance progressivement sur la question de ces agents surnaturels. Pascal Boyer, anthropologue spécialiste de la question des agents surnaturels et de leur mobilisation dans les phénomènes religieux, Pascal Boyer donne une explication relativement simple et pragmatique du sujet. Les rituels sont associés à des agents surnaturels. Et ces agents sont associés eh bien, aux actions dont ils sont agents. Clair jusqu'ici ? Super. Alors, il donne une définition minimale qui est très simple. Un agent surnaturel, c'est avant tout un élément naturel, comme une plante, un animal, un élément, on pourrait dire comme de la pierre, du minéral. Jusqu'ici, c'est naturel, mais ça va venir violer les lois naturelles. Par exemple, un caillou, il ne s'envole pas, vous voyez ? Dans les lois naturelles de la physique, un caillou ne s'envole pas. Et s'il s'envole, eh bien, c'est devenu un caillou surnaturel, puisqu'il ne respecte plus les lois naturelles. Toujours clair ?
Très bien, super. Il faut que quand on voit la façon dont il agit, alors je vais traduire ce truc, il faut qu'on ait une croyance suffisamment contre-intuitive. C'est pas intuitif qu'il agisse comme ça. Alors une plante qui pousse, par exemple, c'est relativement intuitif, mais une plante qui pousse et qui à un moment nous parle, c'est pas intuitif. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Si vous êtes occidental ici à Paris au XXIe siècle, a priori, c'est pas intuitif. À d'autres endroits, dans d'autres temps, faut voir. Alors, je vous propose qu'on cherche ensemble quelques exemples d'agents surnaturels. Est-ce que vous avez quelques idées qui vous viennent sur la base de l'explication ou de vos expériences? Sinon, j'ai une liste, mais c'est moins marrant. Un animal qui parle. Pardon? Un animal qui parle. Absolument, tout à fait. Ce serait, s'il est agent de mon expérience, ce serait un agent tout à fait surnaturel. À l'exception des perroquets, évidemment. Mais, bref. Minimalement contre-intuitif. D'autres exemples? Du feu qui ne brûle pas. Du feu qui ne brûle pas. C'est toi, Valentin? Non, c'est Clément. Du feu qui ne brûle pas. Oui, tout à fait. C'est un élément, il y a une violation des lois naturelles. Un feu qui ne brûle pas, oui. Valentin? Je pensais à la téléportation, des objets qui apparaissent, des choses qui apparaissent. Alors voilà, téléportation, je ne sais pas, mais en tout cas, des objets qui s'auto-manifestent. Oui, tout à fait. Tous les saints, Saint-Antoine qu'on invoque chez nous. Alors voilà, les saints qui, bien que morts, hein, si j'ai bien compris, peuvent avoir une action. Ils sont quoi? Ils sont dans saint vivant, c'est important. Ils sont dans le? Ils sont dans saint vivant. Ils sont dans le saint vivant. Ils sont d'anciens. Ils sont d'anciens vivants, pardon. C'est pas des gens qui... Je me disais, c'est un terme technique. Donc, c'est ce que j'appelle des morts, des anciens vivants. A priori, tous les morts semblent être des anciens vivants. Qui ne sont plus vraiment morts, justement. Alors, c'est tout le problème, c'est que là, on a une violation des lois naturelles. Ce sont d'anciens vivants, a priori plutôt morts, mais pas suffisamment morts pour ne pas pouvoir nous agir. Donc oui, en effet, les saints, et puis les divinités des différentes religions, comme la Vierge Marie, etc. Donc voilà, pour prendre quelques exemples, alors moi je vous avais mis, on arrive à peu près aux mêmes endroits, hein, des animaux imaginaires, des esprits, des voix qui nous parlent, des introjectes qui nous agissent. Par exemple, l'agresseur introjecté après mon agression, l'agresseur qui est coincé à l'intérieur de moi, c'est quand même très embêtant comme affaire. Eh bien, c'est un agent surnaturel finalement. Bref, l'enfant intérieur aussi, même s'il est plus sympa en apparence, les anges gardiens, Dieu, le hasard, l'inconscient, etc. Alors, il y a une particularité dans la catégorie agents surnaturels, ce sont les agents surhumains. Donc, eh bien, en fait, ce sont des humains qui, eux, aussi ont des violations des lois naturelles, donc comme par exemple les ancêtres qui nous parlent, qui nous hantent, qui peuvent nous répondre à nos demandes dans les cas de rites d'intercession, les esprits des morts, ce qui rejoint ce que tu soulevais, mais aussi les êtres non humains qui sont plus ou moins humains, on ne sait plus trop s'ils sont humains ou pas, quoi. Vous voyez, comme l'esprit de la plante qui prend une forme humaine, alors est-ce que c'est humain ou pas, là on s'y perd un petit peu. Mais ces esprits et ces êtres non humains, nous expliquait Pascal Boyer, ils ont une relation qui est réservée à certains individus du groupe social. Il n'y a que certains individus du groupe social qui peuvent se mettre en lien avec les agents surhumains. C'est institutionnalisé de cette façon-là. Alors, est-ce que les praticiens en hypnose moderne sont des individus particuliers du groupe social auquel est réservée la relation aux agents surhumains? Je vous laisse vous faire votre idée. Plus sérieusement, je continue à vous donner un point de vue général constructiviste, hein, je vous rappelle le cadre. Récemment, à l'École normale supérieure, Pascal Boyer expliquait que une des caractéristiques de ces dispositifs-là, des mobilisations d'agents surnaturels, c'est qu'il n'y a pas de doctrine établie. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les croyances. Quelle que soit la croyance, ce qui compte et ce qui donne une forme d'efficacité, c'est le fait qu'ils sont mobilisés. Et j'avais déjà fait ce parallèle quand on avait donné la première année d'hypnologie, on avait présenté les expériences dialogiques, où j'avais proposé l'idée, que nous étayions un peu plus ce soir, qu'on invoque des esprits dans une civilisation chamanique animiste, ou qu'on invoque des ego states, donc très mental, cognitif, psychologique, dans une civilisation matérialiste rationnelle, dans les deux cas, on fait la même chose. On invoque des agents externes. Et d'un point de vue constructiviste,
eh ben on s'en fout que ce soit vrai, faux, réel, pas réel, imaginaire. On s'intéresse au fait que ça a une efficacité concrète. Alors bien sûr, je vous rappelle, l'approche constructiviste, ce qui la design de manière première, c'est que c'est une approche non réaliste. Elle va s'opposer à toute notion de réalité de ces agents. En fait, c'est même pas qu'elle s'y oppose, c'est qu'elle transcende la question de la réalité. Ça n'importe pas que ce soit réel ou autre que réel. Et du coup, leur statut, s'agit-il d'âme désincarnée, s'agit-il d'un délire dans ma tête, eh bien, à vrai dire, peu importe. Au contraire, l'approche constructiviste va s'intéresser à la construction de ces agents surnaturels, on pourrait même dire à la co-construction et à l'interaction qu'on peut avoir avec eux une fois qu'ils ont été construits. C'est ce que proposait Thierry Melchior, on les profère et une fois qu'on les a proférés, nous pouvons interagir avec. L'approche constructiviste s'intéresse, je le répète, à l'efficacité de la mobilisation de ces agents qui ont été invoqués, proférés, construits, co-construit. Et ça fait pas mal de temps qu'on parle de ça ici en hypnologie. Alors, il y a différents endroits où on a parlé de ça. Par exemple, dans le module de cours sur l'imaginal, on avait présenté le travail de James Hillman sur les personnifications. J'avais proposé les points de vue de la doctrine de l'imaginal de Henri Corbin, notamment les points de vue sur l'angélologie, le rapport avec les anges. Dans le module de cours sur la dialogie dans la première année, on a parlé d'ego states, on a parlé d'agents externes, on a parlé de aware ego, etc. Et dans le module de cours sur les compositions temporelles de l'identité, vécues comme des compositions de soi-même, des compositions de je, eh bien nous avons parlé d'ego states, nous avions même parlé d'expulsion de part. On avait fait tout un propos assez technique sur le travail de Olivier Piéfort-Marin dans son ouvrage Psychothérapie des traumatismes complexes, où Olivier Piéfort-Marin explique pourquoi, de son point de vue, il faudrait éviter d'expulser des parts, quand bien même elles ont l'air malveillantes, mais plutôt les transformer, et où il proposait l'idée que parfois, quand même, mieux vaut bannir le démon. Enfin, pour faire simple, quoi. Un autre point de vue proposé par De Martino et soulevé par Silvia Mancini, c'est le fait que les dispositifs mythico-rituels induiraient des formes de déréalisation, où il y aurait deux types de déréalisation possibles à force de faire le rituel. Soit moi, le sujet qui fait le rituel, je commence à me déréaliser. Alors ça peut être de la déréalisation totalement de type psychotique, mais contrôlée parce que c'est dans un cadre particulier. Ou alors juste le petit doute, le « ouh, je deviens bizarre là quand même ». Voilà, ça c'est une légère forme de déréalisation. Déréalisation de soi, le sujet, ou déréalisation du monde. Donc dans des formes graves, c'est le monde n'a plus aucune cohérence et il n'a plus aucune réalité, je ne le comprends plus. Ou alors ouh, il est un peu bizarre le monde là maintenant à force de faire le rituel. De légères ou de fortes déréalisations, et De Martino et Mancini proposent l'idée que ces déréalisations contribuent aux fameuses corrections, correction du sujet, donc correction de soi-même, ou correction de la perception que nous avons du monde. En fait, pour rester fidèles à leurs propos, eux, ils proposent correction du monde lui-même. Ces altérations de l'agentivité, elles peuvent être vécues, elles peuvent être vues comme étant des divisions de l'unité du moi, puisque au quotidien, j'ai l'impression d'avoir un moi bien uni. Vous voyez, même s'il est composé de certaines choses, j'ai l'impression d'avoir un moi bien uni. Mais ces états dissociatifs, altération de l'agentivité, peuvent nous faire vivre dans l'expérience rituelle une sensation de division de l'unité du moi. Par exemple, avec l'impression qu'il y a une agentivité externe, par exemple, qui contrôle mes mouvements. Ça vous rappellera peut-être certaines choses. Par exemple, des sensations de dédoublement. Je suis à la fois ici et à la fois très loin. Je suis à la fois présent sur la chaise et en même temps très loin dans ma mémoire ou dans mon imaginaire. Du dédoublement. Des expériences dialogiques. J'ai l'impression de parler avec quelque chose, donc j'ai l'impression que ce n'est même plus moi. Où on peut aller même jusqu'à la possession. J'ai l'impression que quelque chose pilote, non pas seulement mon doigt au bout de la main, mais pilote carrément tout mon corps et ma parole. Ce ne sont que quelques exemples de division de l'unité du moi. Et la proposition des constructivistes, c'est que cette division de l'unité du moi pourrait être une des briques de base à partir desquelles les états modifiés de conscience ont un pouvoir de transformation. Parce que c'est quand même bizarre que les états modifiés de conscience induisent de la transformation identitaire et comportementale. Alors la proposition, c'est qu'à partir d'une unité du moi, à partir d'une unité complète, ça va se diviser en moi et autres,
à partir de cette division, il va y avoir un ensemble d'échanges qui vont transformer les deux parties jusqu'à ce que les deux parties se réintègrent et on n'a pas vu le tour de passe-passe. Alors, quelques exemples de mobilisation d'agents externes. Donc, je vous ai pris quelques dispositifs rituels un peu classiques. Donc, par exemple, dans le yiking, qui est souvent vu à tort comme un art divinatoire, en fait, le yiking est un manuel de prise de décision. Il y a un agent surnaturel qui est le hasard. On invoque le hasard comme ayant le pouvoir de nous faire arriver sur un texte qui va être porteur de sens. Les mécanismes, c'est pour les spécialistes qui suivent tous les cours, je laisse ça de côté. Dans le totem pole process de notre ami Steve Gallegos, le but, eh bien, c'est en fonction de l'intention du sujet. Mais on va mobiliser un agent surnaturel qui est quand même, c'est quand même pas rien, qui est quand même un animal imaginaire localisé à l'intérieur du corps. Enfin, de manière générale, c'est quand même relativement rare, mais dans le totem pole process, c'est tout à fait normal d'inviter ou de proférer ces agents surnaturels. Dans la médiumnité, où de manière globale, en fait, ce qu'on cherche avec la médiumnie, c'est d'obtenir des informations, on va utiliser des agents externes qui sont des esprits, qui sont des surhumains. Généralement, ce sont des esprits plutôt de gens défunts, etc. Dans les expériences de possession, là aussi, on va invoquer des esprits. Le but de la possession, assez étrangement, c'est de créer de l'intégration sociale, mais là, il faudrait faire venir les anthropologues pour expliquer, sinon je vais partir dans un truc trop complexe. Et dans la possession, ici, on n'est pas dans un truc dialogique comme avec la médiumnie, mais on est dans un phénomène idéomoteur, où il va y avoir un agent externe qui vient piloter le corps. Et dans l'hypnose ericksonienne, donc je dis ici ericksonienne vraiment pour dire l'hypnose de Milton Erickson lui-même, on invoque un agent externe, ou du moins on le profère, your unconscious mind, ce qu'en français on a traduit par l'inconscient, qui est clairement un agent surnaturel, ou bien on peut invoquer différents agents externes, comme des ego-states, ou dans les pratiques ericksoniennes modernes, on peut invoquer des parts de soi régressées, des enfants intérieurs, etc. Et nous retrouvons ici des agents surhumains. Alors on a toujours des modes avec des nouveaux agents surnaturels ou surhumains qui pop à un moment et qui se répandent de manière un petit peu virale, comme le dirait Van Gennep, de manière contagieuse. Alors ces temps-ci, par exemple, on a un agent surnaturel très à la mode, c'est le jumeau mort, c'est mon jumeau mort. On ne sait pas trop si c'est vrai, pas vrai, mais dans une perspective constructiviste, on s'en fout. Si ça donne un résultat réel et qu'en plus le client est persuadé que ça marche, pourquoi pas, mobilisons nos agents surnaturels. Alors, conclusion de ce point de vue constructiviste, c'est que les rituels agiraient comme un instrument opératoire, avec une efficacité, où, pour faire simple, on mobilise toutes ces altérations de l'agentivité, donc agent externe, division de l'unité du moi, des réalisations, etc. On active des ressources latentes et naturelles du psychisme humain, et ces deux choses-là s'agrègent pour créer un réajustement, un changement d'équilibre, une correction au niveau biosomatique, au niveau psychologique et au niveau social. Clair pour l'approche constructiviste ? Donc bien sûr, on prendra le temps d'en débattre tout à l'heure, mais dans une deuxième partie, on va regarder un autre regard, vraiment différent de celui qu'on vient de présenter, mais qui va compléter un peu le tableau. Une approche psychologique de l'efficacité rituelle focalisée sur la question des processus régulateurs. Donc je vous cite ici l'étude, je vais baser tout ce chapitre sur l'étude de Nicolas Hobson et ses collaborateurs. C'est une étude très récente de 2017 qui est une forme de méta-analyse d'un ensemble d'études qui sont allées questionner cette possibilité d'effet psychologique des rituels sur l'individu. Alors on va voir deux grands types de mécanismes. Pour les spécialistes, ce sont des mécanismes qu'on appelle bottom-up et top-down. C'est en lien avec l'organisation verticale du cerveau. Il me semble, c'est ça le point de départ, à peu près. Mécanisme bottom-up, c'est tous ceux qui vont mobiliser l'attention, la motricité, la mémoire de travail. Donc plutôt des choses qui viennent à la base du physiologique. Et les mécanismes top-down, ce sont les mécanismes qui viennent dans leur causalité, qui viennent en premier des représentations psychiques que nous avons, des attentes que nous avons, des significations que nous attribuons aux choses. Par exemple, dans le cas du rituel, la représentation du mot rituel, ou si on dit on va faire un jeu, eh bien ça n'a pas la même efficacité que si on dit on va faire un rituel. On le connaît aussi dans l'hypnose, si on dit on va faire de la relaxation, ou si on va dire on va faire de l'hypnose, eh bien à dispositif égal, ça ne donne pas les mêmes réactions comportementales.
Des mécanismes bottom-up, basés sur le physiologique, des mécanismes top-down, basés plutôt sur les représentations. Et en combinant ces deux types de mécanismes, les rituels agissent comme des régulateurs sur 3 domaines différents. Des régulateurs sur les émotions, des régulateurs sur les buts motivationnels et des régulateurs sur la relation sociale. Plus précisément, les rituels agissent comme régulateurs des émotions au sens où ils vont réduire et fortement réduire l'anxiété. Ils vont agir comme régulateurs des buts motivationnels au sens où ils vont fortement augmenter la motivation orientée vers un but et vers une valeur. Et ils vont réguler la relation sociale au sens où ils vont fortement augmenter le sentiment d'appartenance. Et on va regarder comment ça fonctionne. Double point de départ. On observe que quand il y a du déficit émotionnel, par exemple de l'anxiété, ça augmente les comportements rituels. Et on observe aussi que quand des individus ont des comportements rituels, donc font des rituels, ça baisse leur anxiété. Les déficits émotionnels nous invitent à pratiquer des rituels, ça fait qu'on va plus spontanément vers des comportements rituels, et quand on a des comportements rituels, ça régule les émotions. Alors comment ça fonctionnerait tout ça? Je vous ai pris 4 catégories, l'implication de l'attention, de la motricité, des qualités qui pourraient être impliquées et des attributions de sens et de signification qu'on y donne. Ce sont du moins les hypothèses générales de Hobson et son équipe. Du point de vue de l'attention, eh bien c'est très simple. Le rituel éloigne l'attention des émotions négatives, entre guillemets, immédiates. La distraction va bloquer les émotions cycliques. Alors, si vous voulez toutes les références, je vous invite à aller lire son papier dont il y a le titre dans la bibliographie à la fin. Mais voilà, leurs hypothèses se basent quand même sur de la bibliographie à chaque fois, hein. Ce n'est pas quelque chose qui sort de leur tête. Le rituel focalise l'attention, il mobilise l'attention. L'attention est distraite des mécanismes émotionnels perturbateurs. Et donc du coup, les mécanismes émotionnels perturbateurs perdent en saillance et en présence. Et d'autre part, il y a une saturation de la mémoire de travail parce que l'attention va être fortement mobilisée dans la répétition. Une saturation de la mémoire de travail qui va bloquer l'anxiété et donc la réduire. Au niveau de la motricité, l'hypothèse principale est que la pratique rituelle satisferait un besoin d'ordre qui augmente le sentiment de contrôle. On se met à agir, on sait comment faire le rituel, on le fait, et le sentiment de contrôle est mis en action, il est fortement augmenté, et ça viendrait activer le circuit de la récompense, et notamment, ça viendrait libérer des endocannabinoïdes et des endorphines, ce qui veut dire que vous allez vous sentir bien, vraiment très bien. Des qualités sont impliquées dans le rituel. Une qualité de stabilité, on va avoir une sensation de contrôle, une sensation d'ordre. Et le mot rituel lui-même est associé à des émotions qui sont complètement opposées à l'anxiété, comme des émotions de transcendance par exemple, ou des émotions d'unité. Des émotions certaines personnes diraient nettoyage par exemple. Enfin, il y a tout ce qu'on attribue au rituel qu'on est en train de faire et au mot rituel lui-même. La croyance dans la signification du rituel elle-même fait baisser l'anxiété. La signification du rituel, c'est-à-dire pas le mot, mais le rituel lui-même, elle-même contribue à réduire l'anxiété. Voilà quelques explications sur le pouvoir du rituel sur la réduction de l'anxiété. Donc là, je ne sais pas pour vous, mais là, pour moi, ça devient très intéressant, parce que pour mon anxiété et mes comportements ritualistes, il pourrait y avoir un lien. Et si à un moment, je ne sais plus quoi faire de mon anxiété, je crois que ça arrive à bien des personnes, ne serait-ce qu'à certains de nos clients, si je ne sais plus quoi faire de mon anxiété, eh bien, ça pourrait être très intéressant d'avoir des rituels, ne serait-ce que des rituels auto-hypnotiques, par exemple, pour pouvoir la réduire de manière immédiate. Regardons comment ça fonctionne au niveau des buts motivationnels. Même constat de départ. Quand il y a une dissonance entre les buts, ça augmente les comportements rituels. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent avec le Yiking le savent bien. Si tu ne sais plus quelle décision prendre parce que les différentes solutions te paraissent égales, les différentes directions te paraissent égales, si tu ne sais pas quelle décision prendre, consulte le Yiking, tu sauras quelle décision prendre. Et on va voir comment ça s'organise. Je reprends. La dissonance entre les buts augmente les comportements rituels. Et de manière analogue, de manière opposée, les comportements rituels régulent les déficits de motivation. Notamment, les comportements rituels vont augmenter les performances et le sentiment d'efficacité. Ils vont augmenter le contrôle de soi et le suivi de nos buts dans le temps.
si on a pris le temps de les déterminer, et ils vont augmenter l'internalisation de systèmes de valeurs proposés. Alors, à nouveau, comment ça fonctionnerait? Du point de vue de l'attention, eh bien, c'est que l'attention va être focalisée vers un but. Donc, elle ne va plus être distraite de ce qui empêche d'aller vers ce but ou de vouloir aller vers ce but. Et les actions séquencées du rituel nous rappellent que notre attention est censée aller vers ce but. J'explique cette ligne-là. Je suis dans un rituel et j'ai déterminé un but alpha. Je veux aller vers alpha ou je veux devenir alpha. Et puis pendant le rituel, je vais me paumer un peu. Mais qu'est-ce que je fous là, au fait? Qu'est-ce que je fous dans ce rituel? Et à un moment, une action importante va être proposée et je vais pouvoir me dire « Ah oui, c'est vrai, je suis venu dans ce rituel pour aller vers alpha. » Ça vous paraît clair ce que je viens de dire là? Ok. Vous faites subir ça à quelqu'un pendant 15 heures. Le lendemain, il commence à se dire « ouais, je crois que je vais aller vers alpha. Ouais. » Qu'il en soit conscient ou pas, ça marche très bien. Enfin, il semblerait que ça marche très bien. Du point de vue de la motricité, les types de mouvements impliqués dans le rituel indiquent le type de motivation. En effet, les rituels de deuil ont plutôt des mouvements, vous voyez, qui indiquent certains types d'émotions, alors que les rituels de fête type mariage, où on va danser, etc., semblent indiquer d'autres types de façons d'être, d'autres types de systèmes de motivation. Les mouvements symbolisent l'action, notamment, il peut y avoir pour les rituels d'intercession, les rituels de demande, les mouvements peuvent symboliser l'action d'attirer ou de rejeter le sort. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui font des rituels comme ça, où ils arrachent des trucs qu'ils jettent de eux, puis ils prennent des choses dans l'espace, dans des espaces consacrés, et ils les mettent à l'intérieur. Bref. C'est une blague privée pour les praticiens en hypnose. Les qualités qui sont impliquées dans les rituels, du point de vue des buts motivationnels, bien sûr, les qualités impliquées par le rituel vont générer de la maîtrise, de la compétence, de la capacité du succès. Parce que quand vous apprenez un rituel et que c'est galère de le faire, et qu'au bout de 5-6 fois, vous vous dites « je l'ai bien dans les mains, là, le rituel », et qu'au bout de 60 fois, vous faites « je suis un expert de ce rituel », vous voyez? Eh bien sûr que vous avez gagné une sensation de maîtrise, et cette sensation de maîtrise va être transférée sur votre capacité à réaliser vos buts. Super, non? Et là, ah voilà, alors, je vais le redire pour la caméra, là ça commence à intéresser vraiment tout le monde. J'ai bien fait de mettre cette partie-là en deuxième, du coup. Voilà. Oui, là on commence à se dire, oui, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant. En fait, on aurait une forme d'entraînement à se sentir, en anglais on dit successful, je ne sais pas comment on traduit ça en français, dans un sentiment de maîtrise, compétence, capacité à accomplir ce que nous décidons par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et puis en termes d'attribution d'essence, ça, je viens déjà de vous le dire, on va transférer le succès rituel vers le succès des buts. On sait que c'est possible, donc ça va être beaucoup plus facile d'y croire. Et quand on voit la puissance des croyances sur les comportements, évidemment, ça va nous être très utile. Le reste, je l'ai déjà vu. Enfin, il nous reste la question de l'appartenance. Je vous rappelle, les rituels, du point de vue de Hobson et ses collaborateurs, auraient un impact sur 3 grands domaines. Les émotions et notamment la réduction de l'anxiété. Les buts motivationnels et notamment l'augmentation de la réalisation de ces buts et on pourrait dire l'augmentation de l'implémentation des systèmes de valeurs que nous voulons atteindre. Et en 3e point, une régulation sociale par augmentation du sentiment d'appartenance. Toujours clair pour le plan général? Donc on va regarder le sentiment d'appartenance en 2 points. Le sentiment d'appartenance fonctionne, du point de vue de Hobson et ses collaborateurs, quand on pratique des rituels collectifs. Les rituels individuels, ça ne marche pas. Ce qui pourrait éclairer certaines choses, en fait, sur nos habitudes ritualistes. Voilà par exemple pourquoi certains grands maîtres, entre guillemets, ou du moins enseignants de méditation disent « Et parfois, méditer tous ensemble, c'est une très bonne chose. Il est bien dommage qu'ils ne sachent pas expliquer pourquoi. » On part toujours du même constat. Le manque d'appartenance augmente les comportements rituels. Et la pratique des rituels en collectif fait chuter le déficit d'appartenance. Alors comment ça marcherait? Du point de vue de l'attention, on va avoir une attention partagée avec les autres. On est tous concentrés sur la même chose. Et ça va augmenter le sentiment d'appartenance. Et aussi, on a des émotions partagées avec les autres. On pleure tous ensemble, on rit tous ensemble, on chante tous ensemble, on danse tous ensemble, on se tait tous ensemble. On a peur tous ensemble. Et ça, sans qu'on le voie, ça augmente le sentiment d'appartenance. Il y a une synchronisation aux attentions et aux émotions des autres. Et les autres se synchronisent aux miennes.
Et tout cela va créer de manière subtile un sentiment d'unité, d'intégration et d'appartenance. Du point de vue de la motricité, on fait les actions tous ensemble. Pour ceux qui ont vu des rituels de prosternation, c'est quand même très impressionnant d'aller regarder ça, voire même d'y participer. On fait les actions tous ensemble. Et oui, au bout d'un moment, la synchronisation des motricités fait qu'on se sent bien en appartenance avec les autres, on se sent moins tout seul, pour faire simple. On se sent en cohésion avec les autres et dans une forme de coordination des corps. Au niveau des qualités qui sont impliquées, la présence des autres dans le rituel va nous demander de l'engagement. Parce que c'est facile de se défiler tout seul, mais se défiler en présence de tout le monde, c'est plus complexe. Et la présence de soi avec les autres va nous donner des sentiments de loyauté, de fiabilité et un sentiment d'affiliation, d'appartenance. Enfin, en termes de ce qu'on attribue, en termes de ce qu'on y projette, tous les membres du rituel vont partager un sens collectif. Et les valeurs qui sont internes à ce rituel vont être proposées à tous les exécutants du rituel en même temps, et cela va contribuer au sentiment d'unité. Enfin, un point parallèle pour la régulation de l'appartenance sociale, le fait d'observer des rituels de l'extérieur fonctionne très bien aussi. L'observation du rituel en collectif va servir à introjecter les normes sociales. Je laisse un peu de côté cette question-là. Oui, je laisse un peu de côté cette question-là pour qu'on reste bien sur l'idée que la participation au rituel en particulier augmente le sentiment d'appartenance. Et pour ce qui est de l'observation du rituel, c'est plus orienté apprentissage des normes sociales. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette approche psychologique ? On a vu que face à certains déficits, nous avons le réflexe d'aller vers des comportements ritualisés. Et que quand nous participons à des rituels, eh bien, ces déficits baissent. Donc nous avons une forme de compensation. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Et nous avons vu aussi qu'il va y avoir une régulation sur 3 domaines. Émotionnel avec une baisse de l'anxiété, motivationnel avec une hausse des capacités à aller vers nos propres buts, et enfin social avec une hausse du sentiment d'appartenance, d'unité et d'affiliation. Alors, il y a des correspondances entre ce que nous venons de voir dans cette approche psychologique et tout un ensemble de cours que nous avons donnés les années précédentes. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se connecte. Vis-à-vis de l'attention, on en a largement parlé quand on a présenté le travail de Stephen Wolinski dans le module de cours sur la construction de l'identité. Vous pouvez vous y référer, je ne vais pas développer. On parlait, pour faire bref, de libérer les fixations inconscientes de l'attention. Du point de vue de la motricité, nous avions fait un module sur l'expérience subjective du corps. Nous avions montré du point de vue de Wilhelm Reich avec la bioénergie et du point de vue de Kepner avec la gestalt thérapie, l'implication du corps en psychothérapie et notamment l'implication de la volition et de la motricité. Du point de vue des attentes, eh bien, je vous renvoie au cours qu'avait donné Clément ici il y a quelques mois sur la théorie des response sets et cognitive sets. Toutes les théories qui nous expliquent l'importance des attentes de réponse et des attentes de stimuli dans les pratiques de l'hypnose. C'était le module de cours de Clément sur les approches scientifiques de l'hypnose. Et enfin, en termes d'attribution, nous avions donné un cours sur la suggestion et la suggestibilité, où nous avions longuement parlé d'attribution de signification à des objets particuliers. Ici, ce soir, nous avons parlé d'attribution de signification à l'objet rituel et au mot rituel. Enfin, correspondance sur les questions d'anxiété, de but motivationnel et d'appartenance, eh bien, dans le cours que nous avons donné sur les valeurs, les buts et les motivations, nous avions montré le système de Shalom Schwartz et ses collaborateurs, système qui fait consensus actuellement en psychologie en termes de valeurs et de buts motivationnels, un système qui est splitté en 2 catégories de systèmes de valeurs, ceux qui servent à s'échapper de l'anxiété et ceux qui sont libres d'anxiété. Et dans la première année de cours, mais non, en fait, tout autant que sur le module sur les systèmes de valeurs et les motivations, nous avions montré la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Nous avions montré qu'il y a un besoin de se sentir en sécurité qui est nécessaire à l'être humain, et quand il n'y a pas de sécurité, ça crée de l'anxiété. Et qu'il y a au-dessus de ce besoin un besoin d'appartenance, 2 besoins sans lesquels il n'y a pas d'estime de soi et il n'y a pas de sensation de se sentir épanoui dans le monde, ce qui est un peu embêtant. Donc là, nous trouvons quand même les rituels comme répondant à des briques de base de la construction psychologique et du sentiment de bien-être.
Donc voilà, des correspondances sur l'attention, sur la motricité, sur les attentes, sur les attributions, sur l'anxiété, sur les buts motivationnels, sur l'appartenance. Ce qui m'a fait me dire en rédigeant ce cours que ça commence à faire un discours construit à peu près clair. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces cours précédents, eh bien, peut-être que ce propos vous aura donné envie d'aller les consulter. Donc pour résumer ce que nous avons vu dans ce troisième cours, pour résumer vraiment de manière courte et claire, je l'espère, on a vu qu'il y a plusieurs points de vue sur la question du rituel. Et nous, on a retenu 2 points de vue ce soir, le point de vue constructiviste, le point de vue psychologique. Le point de vue constructiviste, il implique de construire des altérations de l'agentivité pour agir sur la biologie, la psychologie et le social. Et le point de vue psychologique, il implique des processus attentionnels, moteurs, d'attente, d'attribution, qui vont réguler les émotions, les motivations et les relations. Et on retrouve bien l'action sur les domaines bio, psycho et sociaux. Et on est en train de voir, et je l'ai nommé à demi-mot, que tout cela a de très nombreuses correspondances avec les pratiques hypnotiques. Et voilà pour donner une conclusion générale de ce troisième cours. Il nous reste maintenant une petite dizaine de minutes pour regarder la conclusion générale du module de cours. Donc on va essayer d'interconnecter tout ce qu'on a vu dans ces 3 cours. Vous avez encore de l'espace psychique disponible. Sinon, on ritualise pour en libérer. Alors, pour rappel, ce module de cours, je l'avais nommé « Des dispositifs mythico-rituels aux pratiques hypnotiques ». Depuis les dispositifs mythico-rituels vers les pratiques hypnotiques. Et je vais refermer ce cours comme je l'avais commencé. Ce qui fait partie en soi d'une structure rituelle. Tout d'abord, nous avions vu au tout début de ce module de cours une correspondance entre les domaines magico-religieux et le domaine constructiviste. Et maintenant, on commence à y voir plus clair, qu'il s'agit dans les 2 cas de construction, de co-création, de quelque chose qui n'est pas scientifique, dans l'acception populaire du mot scientifique, de quelque chose qui n'est pas réel, ce n'est pas si réaliste que ça, mais pourtant c'est efficace. On n'est pas dans la catégorie du vrai-faux. À l'intérieur de ces 2 domaines, nous retrouvons les dispositifs mythico-rituels et la pratique de l'hypnose, qu'on appelle ici hypnotisme pour bien différencier la pratique et l'état, hypnotisme comme pratique, hypnose comme état. La correspondance entre les dispositifs mythico-rituels et l'hypnotisme, eh bien là je vous fais une liste de tout ce qu'on a vu dans ces 3 cours, hein, des processus opératoires efficaces, des mécanismes de tempérance, des mécanismes de recadrage, des régulateurs biologiques, psychologiques, sociaux, la mobilisation de l'attention, de la motricité, des attentes, des attributions, qu'on retrouve en effet tout autant dans la pratique de l'hypnose que dans les dispositifs mythico-rituels. Et enfin, au sein de ces dispositifs, hypnotiques ou mythico-rituels, eh bien, nous retrouvons la mobilisation d'états dissociés ou des états hypnotiques qui ont en commun la mobilisation d'altérations de l'agentivité, des divisions de l'unité du moi, des mobilisations d'agents surnaturels, des déréalisations, etc. Alors, je voudrais vous montrer de manière schématique comment tout ça pourrait s'organiser. C'est une proposition conceptuelle de notre équipe. On a plusieurs domaines qui s'interconnectent les uns dans les autres. Il y a un domaine rituel, un domaine hypnotique. Nous avons vu dans les cours que nous avons donnés sur les approches scientifiques de l'hypnose qu'on peut réduire l'hypnose à différentes grandes briques de base. Et même si on les a critiquées de plusieurs points de vue, ce soir, on pourrait les résumer au fait qu'il y a des conditions hypnotiques, des conditions pour dire que c'est de l'hypnose. Il y a la présence de suggestions et il y a quand même, la plupart du temps, la présence d'inducteurs d'états modifiés de conscience. Et ce qu'on a vu aujourd'hui dans les rituels, c'est qu'il y a plusieurs briques de base qui constituent les rituels. Notamment, il y a des attentes et des attributions qui vont agir comme des conditions hypnotiques, parce qu'on projette quelque chose dans le pouvoir du rituel. Et puis, ces attributions de sens et de signification vont aussi agir comme des suggestions, voire, pour être plus précis, comme des autosuggestions. Il y a la présence de symboles dans les rituels, et ces symboles, ils sont chargés de sens par nos attributions, ils agissent comme des suggestions. Il y a des altérations de l'agentivité qui agissent comme des inducteurs d'états modifiés de conscience. Il y a une forte mobilisation de l'attention, et nous savons bien dans l'hypnose que fortement mobiliser l'attention, ça implique, ça amène à l'état d'hypnose. Nous pourrions dire que c'est un inducteur d'état modifié de conscience. Enfin, il y a des séquences motrices, codifiées, séquencées, répétitives,
qui pourraient agir elles aussi comme des inducteurs d'états modifiés de conscience. Et là, ben voilà, là on est quand même en train, peut-être pas de le démontrer, mais au moins de le proposer de manière très claire, une correspondance très forte entre ce qui compose le rituel et ce qui compose l'expérience hypnotique. Clair jusqu'ici ? Et en parallèle de ça, nous avions vu dans le cours précédent que les suggestions... Non, il faut que je remonte un peu dans le temps. En parallèle de ça, nous avions vu dans le cours sur suggestion et suggestibilité que les suggestions, elles activent des structures de représentation. Si ce n'est pas clair pour vous à cette heure-ci, cette question-là, je vous renvoie directement à ce module de cours. Et nous avons vu aussi que les inducteurs d'états modifiés de conscience ont tendance à modifier nos structures volitionnelles, c'est-à-dire ils vont avoir tendance à modifier nos automatismes et nos sensations de volonté, et aussi notre agentivité. Toujours clair jusque-là ? Et tout ça, c'est ce que nous avons vu ce soir. Ces structures de représentation et ces modifications volitionnelles vont activer des processus régulateurs, comme nous l'avons vu, au niveau émotionnel avec l'anxiété, au niveau motivationnel avec la capacité de réaliser les buts, et au niveau relationnel avec une augmentation du sentiment d'appartenance. Ça, c'est ce qu'on a vu ce soir. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Et puis, nous avions vu dans le cours précédent qu'en parallèle de cela, les mythes, les contenus des mythes, eux aussi vont venir activer des structures de représentation. Je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a largement défendu dans le cours précédent. Et en parallèle, nous avions vu dans le premier cours que la structure des mythes va affecter nos opérations logiques, principalement par une réduction de la tension entre les paires d'opposés et l'apparition d'un médiateur. L'apparition d'un médiateur qui n'est pas sans nous rappeler l'apparition des agents surnaturels qui viennent faire des régulations. Les structures viennent, elles aussi, proposer une modification des opérations logiques qui vient agir sur les structures de représentation et sur les structures volitionnelles. Et là, on peut voir pourquoi et comment l'hybridation des technologies de l'esprit que sont les rituels et d'autres technologies de l'esprit que sont les mythes, l'hybridation des deux comme des dispositifs mythico-rituels va avoir de fortes implications sur nos représentations, nos sensations, sentiments et sur nos comportements. Alors bien sûr, tout cela a beaucoup de perspectives pour l'hypnose d'accompagnement. J'aurais pu en lister un large ensemble, mais j'ai choisi de retenir deux catégories. Deux types de perspectives pour l'hypnose d'accompagnement en guise de conclusion de ce module de cours. Alors, quelques questions qu'on pourrait se poser. Du point de vue de l'efficacité, eh bien, on pourrait re-questionner l'hypnose à partir de la question de la tempérance de paires d'opposés, à partir des recadrages archétypaux et des... Vous savez, quand on prend les thématiques des clients pour en faire une thématique générique et qu'on transforme depuis le générique pour transformer la thématique du client. Des thèmes génériques, des recadrages archétypaux. On pourrait re-questionner l'hypnose à partir des processus régulateurs. Ce qui, à ma connaissance, dans la littérature scientifique sur l'hypnose, n'a pas été fait de manière aussi directe. On pourrait re-questionner l'hypnose à partir de cette question de division de l'unité du moi et d'altération de l'agentivité. Et puis au niveau de la pratique, on pourrait re-questionner l'hypnose, réétudier l'hypnose à partir de la mobilisation de l'attention, comme l'avait fait Telegun avec l'absorption, à partir de la mobilisation de l'agentivité, mais en allant beaucoup plus loin, en s'intéressant à tout l'héritage de l'anthropologie sur ces deux questions-là. On pourrait re-questionner et réétudier les pratiques hypnotiques à partir de l'apprentissage de motifs, de l'acquisition, de l'internalisation de motifs, à partir de l'utilisation de séquences d'action, à partir de construction narrative, etc., etc. Des éléments que nous venons de voir comme impliqués dans les mythes et les rites et qui sont tous impliqués dans l'hypnose telle que la pratiquait Milton Erickson. Donc sur ces différentes questions qui pourraient nous inviter, nous en tant que chercheurs, à re-questionner l'hypnose et nous tous en tant que praticiens à re-questionner nos pratiques et l'effet de nos pratiques, sur ces différentes questions qui restent ouvertes, je vous propose que nous prenions un temps de débat. Je vous laisse la bibliographie, je clôt ici ce module de cours et je vous remercie pour votre attention. Une vaste bibliographie. Je vous conseille ceux qui sont en orange en priorité, mais il en reste quand même beaucoup.